Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. Il aura fallu attendre les arrêts de jeu samedi soir pour que le Vélodrome explose de joie. Pas sur un but de l'OM, c'est tout le piment des ultimes rencontres de championnat, mais sur un but de Lens face à Monaco. Car pour reprendre sa deuxième place de la Ligue 1 et se qualifier directement pour la phase de poule de la Ligue des Champions, il fallait absolument l'emporter. Et l'emporter au moins 5-0 en cas de victoire monégasque. À quelques minutes de la fin, l'OM n'était qu'à 2-0 alors que l'ASM menait 2-1. C'était sans compter 2 buts olympiens et la perspective d'un troisième sur un pénalty sur le point d'être sifflé, quand Ganago, nouveau héros, égalisait à Bollaert. Au bout du suspense, il libérait des milliers de supporters, littéralement euphoriques à l'idée d'être vice-champion derrière un PSG qui ne se bat pas avec les mêmes moyens que les autres clubs. De retrouver l'élite du foot européen et de pouvoir accéder à une manne financière plus que bienvenue. Sera-t-elle suffisante pour pouvoir défendre ses chances en Ligue des Champions ? Avec quel effectif l'OM va-t-il la disputer ? Un cap a-t-il été franchi cette saison ? De l'hystérie collective à un mercato délicat, c'est à l'OM qu'est consacré cet épisode de Bande passante. À mes côtés pour en parler, Alexandre Jacquin et Fabrice Lamperti, journalistes au service des sports de la Provence et suiveurs de l'OM. Cette soirée de samedi, on en parlerait pendant des heures. En fait, ça fait certainement partie de celle dont on continuera à parler encore pendant des années. Ouais, c'était une soirée qui était complètement folle. D'ailleurs, on avait envie qu'elle se termine pas. J'ai encore des images complètement dingues de confrères debout sur leurs chaises, les bras en l'air, en train de sauter sur les chaises. Et puis le spectacle sur la pelouse qui était frappadingue, avec tout le monde, avec une communion extraordinaire avec tout le public marseillais qui ne voulait plus quitter les tribunes du Vélodrome. Fabrice Lamperti. Donc ça fait partie vraiment des soirées très fortes qu'on a vécues au cours des dernières années, avec notamment celle contre Leipzig en Ligue Europa en 2018, où on avait vécu aussi des moments juste extraordinaires, et celle qu'on a vécue contre Strasbourg samedi dernier, et dans la lignée de celle de Leipzig. Peut-être même un peu plus fort que Leipzig, parce que Leipzig, la remontée se fait sur tout le match. Alexandre Jacquin. Alors que là, c'est vraiment l'instant du but lensois de Ganago, quand tout le stade apprend qu'il y a ce but. Il y a une sorte de bruit dans le stade, je pense qu'on a entendu dans plusieurs quartiers de Marseille à côté, ça a fait un vacarme extraordinaire, c'est pour ça que les joueurs ont compris que Ganago est marqué. Et cet instant-là qui a pas duré non plus trop longtemps, mais cet instant-là a été extraordinaire. C'est vrai qu'avec les gens debout, les gens qui criaient, les gens qui hurlaient, il y a eu un vacarme qu'on n'a jamais entendu dans ce stade jusqu'à présent. Moi j'étais à l'opposé du banc et j'ai entendu le stade qui a explosé, j'ai vu tout le monde alors qu'on n'avait pas marqué, donc je me suis dit c'est forcément ça. Et du coup j'ai regardé vers le banc et j'ai compris, donc voilà. Valentin Rongier, milieu de terrain de l'OM. On fait du foot pour vivre ces moments-là et c'est exceptionnel que ça arrive ce soir. C'est le plus beau moment que j'ai vécu dans le sport et j'espère qu'il y en aura d'autres, des encore plus beaux, mais c'était vraiment très très intense. Des frissons, des larmes de joie et surtout la fierté de faire partie de cette équipe, de voir cette communion avec tout le monde, parce que là ce soir on était 65 000, mais je sais que devant la télé il y en avait des millions. Donc voilà, on pense aussi à toutes ces personnes-là qui nous soutiennent au quotidien et c'est que du bonheur. Pour tout supporter, de se dire qu'on va au stade, qu'on attend, qu'il y a ce suspense, c'est le sport quoi. On va au stade pour vivre ce type d'émotion. C'est en ça que l'OM de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli a réussi son pari, c'est que les gens ont retrouvé du plaisir en retournant dans ce Vélodrome, notamment après cette triste période de Covid qui a aussi coïncidé avec une descente aux enfers de l'OM. Pablo Longoria a réussi à ramener cette passion et ça s'est vraiment vu sur ce match-là. D'ailleurs, Jorge Sampaoli disait « J'ai redonné son identité au club ». Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Parce que dans le jeu, c'est pas forcément le cas, non ? Moi, je suis un peu partagé par rapport à ça. Si on reste focalisé sur le début de saison, oui, effectivement, on peut dire qu'il y a eu le retour de la passion, comme le disait Alex. Effectivement, parce que Sampaoli prônait un jeu tourné vers l'avant, un jeu fait de déséquilibre, tout pour l'attaque. Et on a vu des scénarios assez dingues, au Vélodrome comme à l'extérieur, notamment avec cette première journée à Montpellier, où l'OM renverse la situation de manière assez hallucinante. Mais après, on l'a dit, on l'a répété plusieurs fois, Sampaoli a changé son fusil d'épaule quand il a mieux assimiler les caractéristiques du football français, et notamment quand il perd contre Lens à domicile 3-2, il a compris finalement qu'il ne pouvait pas se lancer à l'attaque à tout va et qu'il fallait sans doute être un peu plus pragmatique, ce qu'il a été quasiment tout le long de la saison, avec un jeu
plus maîtrisé, fait plus de passes, de redoublement de passes, qui a pu agacer à certains moments nombre de supporters et nombre d'observateurs. Et là, samedi contre Strasbourg, finalement, ils se sont lancés un peu plus à l'attaque, un peu plus à l'assaut du but adverse, surtout sur la deuxième mi-temps, surtout sur la fin. Et puis même, on avait l'impression que si le match durait, l'OM aurait pu encore continuer à marquer. Et d'ailleurs, ils auraient pu en marquer un 5e si Stéphanie Frappart avait sifflé le pénalty comme elle avait envie de le faire. Mais le public, qui a commencé à rentrer sur le terrain, l'en a empêché. Sur la philosophie de jeu, c'est un peu de la com quand même ce que dit Sampaoli, parce que factuellement c'est pas juste sur toute la saison, parce que la devise de l'OM c'est droit au but, et comme dit Fabrice, il y a toute une partie de cette saison 2021-2022 où l'OM, alors c'est péjoratif de dire ça, mais l'OM a un peu joué à la baballe, a fait tourner le ballon, a défendu en attaquant et a oublié son numéro 9, c'est tout le problème qu'il y a eu avec Milik, alors que dans l'histoire de l'OM, le numéro 9 est vraiment important, on l'a vu avec Papin, avec Drogba, et souvent les bonnes périodes de l'OM se sont accompagnées d'un style de jeu où il y a un attaquant de pointe et l'équipe joue pour celui-ci qui marque but sur but. C'est pas le cas, donc c'est pour ça que dire qu'il a ressuscité l'âme du club, l'esprit du club, oui, sur la passion, mais sur le style de jeu, on va dire pas encore. On va lui laisser une chance de pouvoir le faire la saison prochaine. S'il a des joueurs, il pourra peut-être le faire, mais pour l'instant cette saison, il a amené sa patte, il a amené sa touche. C'est beau à voir parfois. Il y a eu aussi pas mal de matchs à Marseille où les supporters se sont ennuyés en ayant l'impression que l'équipe jouait au handball. Les résultats lui ont donné raison, alors on va pas faire la fine bouche. Oui, c'est ça. Au niveau des objectifs, ça reste clairement une saison réussie et une deuxième place méritée, puisqu'ils ont été deuxième une grande partie de la saison. Il n'y a pas photo là-dessus, l'objectif est atteint. Et si l'objectif n'avait pas été atteint à cause de la 38e journée, si par exemple Monaco avait vraiment gagné à Lens, on aurait quand même pu se dire, il fallait pas oublier cet OM Lyon où l'OM a été un peu lésé par l'arbitrage aussi. L'OM méritait d'être deuxième. Sur l'ensemble de la saison, le deuxième c'est l'OM. La justice a suivi son cours et tant mieux, quoi. Et il n'y a pas de raison que Sampaoli s'en aille, Fabrice Lamperti ? Non, a priori, il n'y a aucune raison. Il a laissé un peu planer le doute en conférence de presse, mais j'ai l'impression que c'était plus pour une histoire d'apparence qu'autre chose, parce que nous, toutes les informations qu'on avait eues jusqu'à présent, elles allaient toutes dans le même sens, que Sampaoli se sent très bien à Marseille et qu'il a envie de faire renaître un peu le phénix marseillais à travers des belles performances. Ce qui est plutôt rare chez lui, puisqu'on le sait qu'il a la bougeotte. C'est un entraîneur qui change énormément de clubs, qui change énormément de fonctions et qui a du mal vraiment à rester plusieurs années quelque part. Donc là, il y a quelque chose, même pour en avoir discuté avec certains de ses proches collaborateurs, même eux sont surpris de cette stabilité qui les interpelle, qui les intrigue. Mais ça veut dire que pour l'instant, il se sent bien là et puis une partie des supporters l'aiment bien aussi, même si il y a quand même beaucoup de critiques qui sont nées ces derniers temps. Mais là aujourd'hui, avec la deuxième place, la qualification directe pour la Ligue des Champions, je pense que les critiques sont sous le tapis. Quand les virages en fin de match là contre Strasbourg, quand les virages ont acclamé tous les joueurs, on l'a chanté pendant longtemps, merci Pablo, merci Pablo, merci Pablo. On a attendu un mot pour Sampaoli, il n'y en a pas eu. Il n'y en a jamais eu. Et on s'est rappelé qu'après OM Monaco au mois de mars, quand ça allait mal, les Southwinners avaient tourné les baffles et il y a eu quelques messages l'invitant à prendre son sac et à quitter Marseille. Je résume à ma façon. Mais il va falloir qu'il réussisse sa deuxième saison. Et dans l'histoire de l'OM, ça aussi, c'est quelque chose. Souvent, quand un entraîneur qualifie son équipe en Ligue des Champions, on l'a vu récemment encore avec André Villas-Boas, la saison suivante, ça se passe mal en Ligue des Champions parce que aussi il n'a pas eu assez de moyens. C'était pareil pour Elie Bopp en 2012-2013, puis 2013-2014. L'automne se passe mal et il termine pas la saison. Alors pour André Villas-Boas, c'était en hiver. Mais le plus dur, j'ai envie de dire, commence pour Sampaoli. Il a amené un style de jeu, il a amené sa patte, mais il va falloir franchir l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, c'est rivaliser avec des grands clubs. Parce que si on regarde l'ensemble des résultats de l'OM cette saison, il y a beaucoup de matchs perdus ou des matchs nuls contre des rivaux. Il y a ce parcours en Ligue Europa, c'était abordable. L'OM a été éliminé. En Ligue Europa Conférence, ils sont allés loin, mais dès qu'ils se sont tombés sur un adversaire à leur niveau, c'est-à-dire Feyenoord, ils ont été éliminés. Donc il va falloir franchir un cap supplémentaire. Et pour franchir ce cap supplémentaire, il va falloir des joueurs d'expérience et des joueurs de haut niveau, de haut niveau du type Gerson. Passer un cap, vous le disiez, et ne pas se contenter, entre guillemets, d'une deuxième place de Ligue 1. Après, c'est une deuxième place, mais cette deuxième place, elle fait plaisir parce qu'on sait que le championnat de France, il y a le PSG qui gagne le championnat de France 9 années sur 10, et il y a les autres 19 autres clubs qui jouent un autre championnat, comme le disait justement AVB. Et l'OM termine en premier de cet autre championnat, donc c'est pas comme si c'était un titre de champion de France, ça ne l'est pas évidemment, mais c'est une fierté. Après, évidemment, il n'y a toujours pas de trophée. Le dernier trophée de l'OM, il date de 2012 avec Didier Deschamps. Et c'était une autre époque.
Pour revenir à la Ligue des Champions, il y a le côté, on rejoint l'élite, le côté mythique de cette compétition. Il y a aussi la manne financière que ça va apporter. On peut le mesurer, ça, l'estimer, savoir l'impact que ça peut avoir sur le mercato. Selon, c'est mesuré, mais selon plusieurs estimations, on peut dire que ça peut varier entre 50 et 70 millions selon les retombées dans les recettes de billetterie aussi. Il faut aussi que l'OM n'ait pas de virage suspendu sur ces matchs-là. Mais oui, la participation à la phase de poule dégage directement 40 millions, quelque chose comme ça, à peu près, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, dans ces eaux-là. Et puis, il faut prendre autre chose en considération, c'est que la Ligue de football professionnel a trouvé un partenaire commercial. Et du coup, ça va rapporter une quinzaine de millions d'euros à l'OM très rapidement. Donc, c'est une somme que Pablo Longoria va pouvoir utiliser. Même si n'oublions pas que l'OM creuse ses déficits, saison après saison. Là, on était au dernier, on était à moins 76 millions. Donc, Franck McCourt est toujours un peu obligé de remettre la main à la poche pour effacer tout ça. Mais voilà, cette qualification et la manne qu'elle génère reste une très bonne nouvelle. Et il vaut mieux d'ailleurs en être là aujourd'hui, parce que si elle n'avait pas été là, on se demande comment la suite aurait été abordée, avec notamment toutes les options d'achat obligatoires à payer. Ça va laisser une marge de manœuvre plus importante à Pablo Longoria. Après, je suis pas sûr non plus qu'il faille s'attendre à des transferts extravagants cet été. Je pense que Pablo Longoria va essayer d'être assez malin, comme il l'a toujours su, faisant des montages sur certains transferts, sur certains prêts, pour essayer de payer le plus tard possible ce qu'il a fait sur Gerson et qui a coûté 20 millions et demi. Mais l'OM n'en a payé qu'une toute petite partie jusqu'à présent et va étaler le paiement au fil du temps. C'est un peu, je vais me lancer dans une comparaison, mais c'est un peu comme si vous êtes chez vous, vous achetez une télé à crédit, vous achetez un canapé à crédit, vous achetez une chambre à crédit, vous achetez une voiture à crédit. Vous savez que vous allez pouvoir le payer, mais quand même, vous attendez des rentrées d'argent pour être sûr de pouvoir honorer toutes vos échéances. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que l'OM attendait cette rentrée de Ligue des Champions pour être sûr de pouvoir honorer et être confortable pour honorer toutes ces échéances. Ça ne veut pas dire maintenant que l'OM va pouvoir construire une piscine. L'OM n'a pas les coups des franges pour recruter. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'OM recrute les meilleurs joueurs d'Europe. Ça, c'est pas possible, c'est totalement impossible. C'est pas le projet d'ailleurs. On sait que Camara s'en va. Il y a de gros doutes sur Saliba, sur Harit. Comment vous appréhendez ça, vous ? Pour Camara, déjà, on a été extrêmement surpris de le voir signer à Aston Villa. On nous parlait de projet sportif. Là, on a l'impression que c'est plus un projet financier qu'autre chose. Peut-être que Aston Villa sera un tremplin pour lui, qui va mettre un pied en première ligue et qu'ensuite il se fera repérer par notre club. On lui souhaite. Mais c'est vrai que c'est pas un départ par la grande porte pour un des meilleurs joueurs de la saison, pour un joueur qui était un étendard de la formation marseillaise, qui aurait pu être encore plus un symbole. Saliba a envie de rester. Il l'a dit à mots couverts samedi après le match. Il a commencé sa réponse et puis il s'est vite repris de peur de vouloir en dire trop. On l'écoute. C'est sûr que on verra bien. On verra pendant ces 2 mois de mercato. En tout cas, c'est avec grand plaisir si je reviens. C'est sûr qu'avec grand plaisir. J'aimerais bien jouer les mardis, mercredis ici. Il a envie de rester, l'OM a envie de le garder. Après, il reste 2 ans de contrat à Arsenal. Est-ce que Arsenal va vouloir le lâcher ou pas ? Arsenal compte sur lui, mais Arsenal n'aura pas de Ligue des Champions, il n'y aura qu'une Ligue Europa l'année prochaine. Il ne fait pas partie des titulaires en puissance. Donc je pense qu'il y a un coup à jouer, même si d'autres clubs comme l'Atlético de Madrid ou Naples s'intéressent à lui. Je pense qu'il y a un coup à jouer parce qu'il a vraiment envie. J'en discutais avec un de ses proches récemment, il me disait son âme est marseillaise. Donc je pense que ça peut faire pencher la balance à un moment ou à un autre. Amin Harit, c'est plus délicat parce qu'il n'a pas convaincu comme William Saliba a pu convaincre cette saison. Donc je pense pas qu'on le reverra la saison prochaine. Je peux me tromper, mais je pense pas qu'on le reverra la saison prochaine sous les couleurs de l'OM. Pour prolonger sur Camara, c'est tout ce qu'on déteste dans le football moderne. En fait, c'est un joueur qui est marseillais, qui est né à Marseille, qui a grandi à la Soude, qui est passé par toutes les catégories. Il n'a pas porté d'autres maillots que celui de l'OM. Il est arrivé à l'âge de 5 ans, il est passé par toutes les catégories de clubs. Le club a été là pour lui, pour sa famille. Il était abonné dans le virage nord au Yankees avec son père pendant des années. Et il est là, l'OM se qualifie en Ligue des Champions. Il est un des artisans de la qualification, on sait, parce qu'il a fait une saison extraordinaire. On se dit, il veut pas prolonger. Est-ce que c'est lui qui veut pas prolonger ou est-ce que c'est son entourage qui le pousse à pas prolonger ? C'est la vraie question. Il prolonge pas. On se dit, il va pouvoir aller dans un club UP parce que quand même, il mérite ça. Sportivement, il mérite ça. L'Atlético de Madrid, c'était pas farfelu, quoi. Bouba Camara qui va à l'Atlético de Madrid et qui continue sa progression, c'était beau, quoi. C'était bien. Il signe le 23 mai à Aston Villa, 14e de Première Ligue. Il va retrouver Morgan Sanson là-bas. Ouais, c'est bien, c'est super, mais c'est quoi l'ambition ? L'ambition, on comprend pas. Honnêtement, on peut pas comprendre, à part si c'est vraiment si Aston Villa a doublé ou triplé son salaire olympien. Et encore,
Et encore, parce que Je pense l'OM. qu'on n'en sera pas loin quand Non, on mais voit ce qu'il donne à voilà, Philippe Coutinho, il est à 125 000 livres mais par c'est pas, semaine. oui, mais donc c'est pas comme si l'OM ne lui avait 148 pas fait des grosses propositions aussi. L'OM a essayé de le garder. Perdre Camara pour qu'il s'en aille à l'Atlético de Madrid, il n'y a pas de souci. Perdre Camara pour qu'il aille à Aston Villa, c'est grotesque. Vous voyez d'autres joueurs partir, des joueurs clés, structurants? Il peut y avoir des offres pour des jeunes joueurs qui ont une belle valeur, qui ont une belle valeur marchande. Je pense à Pape Gueye, je pense à Bamba Dieng. Après, ce ne seront pas des offres colossales, mais ce sont des joueurs qui ont rien coûté à l'OM. Et si demain un club anglais, notamment parce que c'est eux qui ont le plus d'argent, se pointe pour un Bamba Dieng à 12 millions d'euros ou à 15 millions d'euros, dans l'état actuel des finances, quand bien même il y a cette qualification en Ligue des Champions, évidemment que le club réfléchira. Pareil pour Pape Gueye. Il peut y avoir plus délicat avec la menace de suspension pour qui Pape plane Gueye, au-dessus de sa tête, c'est ouais, peut-être plus délicat pour Gueye, hein. Mais ce type de joueur peut aussi s'en aller. Après, il y a le cas d'Ouye Tchaletatsar, qui aujourd'hui est à 1 an de la fin de son contrat. Donc l'OM a tout intérêt à le vendre maintenant, mais tout en sachant que ça fait 1 an et demi que l'OM cherchait à le vendre, que lui, il n'était pas vraiment chaud pour partir. C'est un dossier compliqué. Qui valait beaucoup d'argent il y a 1 an et demi quand il a failli. Il aurait pu peut-être aller à Liverpool. Aujourd'hui, il a fait une belle saison, mais il en vaut quand même un peu moins par rapport à la durée de son contrat. Il y a aussi Mandanda, on peut s'interroger sur la motivation de Mandanda à continuer ce turnover entre guillemets avec Paul Lopez. C'est pas certain qu'à son âge, il ait envie de revivre une telle saison. Et s'il a encore envie de jouer au football, c'est peut-être pas l'OM qui va faire 40 matchs la saison prochaine. Donc il va y avoir du mouvement quand même, mais on restera dans la continuité, c'est-à-dire la structure de l'équipe ne va pas changer. Ouais, puis il y a ceux qui ont déçu aussi. Je pense en premier lieu à Paul Lirola. Paul Lirola, l'OM avait fait des efforts assez importants l'été dernier. Ils avaient mis 13 millions d'euros sur la table pour l'acheter à la Fiorentina. Il a fait une saison qu'il a traversée comme un fantôme, hein, on l'a pas reconnu du tout. Aussi, à un degré moindre, il y a Luis Enrique. Lui, a priori, il sait que son avenir est bouché à l'OM et il va sans doute profiter de cet été pour changer d'air. Donc voilà, il va y avoir il va y avoir quelques changements quand même qui vont s'effectuer. Et il faut aussi prendre quelque chose en considération, c'est que Sampaoli, c'est un entraîneur qui aime beaucoup les transferts, qui aime beaucoup avoir de nouveaux joueurs. Donc je pense qu'il va essayer au maximum de pousser Pablo Longoria vers ça. Est-ce que Pablo Longoria va y arriver ou pas? Ça sera une autre question. Ce sera une des belles questions de l'été, je pense. Mais je pense que ça va bouger, ouais. Encore une fois, comme toujours avec l'OM. C'est Pablo Longoria qui garde vraiment les clés. C'est le garant du projet Franck McCourt. C'est lui qui a choisi Sampaoli. C'est lui qui impulse la politique du club. Donc oui, c'est Pablo Longoria qui a les clés de l'Olympique de Marseille et qui va continuer de les garder. Là. Et Franck McCourt entend les garder aussi? Éternelle question. Franck McCourt qui sautait de joie, qui tapait dans les mains de tout le monde, qui se retrouvait dans les bras de tout le monde samedi soir, qui était heureux parce que son équipe, son club sportivement a réussi une belle saison, mais qui était aussi heureux parce que cette saison aboutit sur une qualification pour cette lucrative Ligue des Champions qui lui permet de rester dans les clous financièrement. C'est un vrai soulagement pour lui et c'est bienvenu aujourd'hui. Quand on compare l'état du club il y a 1 an et demi, quand il y avait le Covid, qu'il n'y avait plus personne dans les stades, donc il y avait un vrai problème économique, il n'y a pas un manque de billetterie, manque de recettes, qu'il y avait la déchéance sportive, qu'il y avait Jacques-Henri Hérault qui faisait n'importe quoi. En 1 an et demi, il a réussi à remettre de l'ordre grâce à Pablo Longoria. Ils sont sur une bonne voie. On a en revanche du mal à se demander quel est le projet à long terme. Parce que là, on est sur du court terme, du one shot, quoi. C'est-à-dire que cette équipe-là a fonctionné. On va voir la saison prochaine si elle arrive à perdurer en Ligue des Champions en étant renforcée. Mais la question des cycles olympiens se pose parce que chaque fois c'est pareil, chaque fois il y a une bonne saison suivie d'une saison chaotique et on passe du rêve au cauchemar, du cauchemar au rêve et donc c'est cette spirale-là qu'il va falloir arrêter. C'est la fin de cet épisode. Merci à Alexandre Jacquin et Fabrice Lamperti d'être passés par bande passante. Merci à vous de l'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur laprovence.com mais aussi sur les différentes plateformes Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast.